Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures au sommaire de l'actualité. Dans l'aéroport international de Djibouti, Djibouti refuge pour le ressortissant étranger en détresse. Et pour les actualités internationales, l'épave d'un navire retrouvé au large des Philippines. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous le disais dans les titres, la guerre du Soudan met la lumière sur la République de Djibouti, qui est devenue un point de chute pour les opérations de rapatriement des ressortissants étrangers se trouvant dans ce pays. La République de Djibouti est un pays connu de la communauté internationale pour ses multiples efforts de préservation de la paix, d'accueil des réfugiés et pays de passage pour les ressortissants étrangers vivant dans les zones au conflit dans la région. Depuis 2 jours, on constate un baillet incessant des gros avions à l'aéroport international de Djibouti, qui est devenu un point de chute pour les gros avions militaires de nombreux pays, avec pour objectif l'évacuation des ressortissants étrangers pris dans l'engrenage de la guerre au Soudan. Les avions militaires en provenance du Norvège, Suède, États-Unis, la France ou même l'Italie, Japon, mais aussi le Canada atterrissent à Djibouti et sont en stand-by sur les pistes en attendant le départ vers le Soudan pour les opérations de rapatriement. Environ une dizaine de gros avions militaires ont atterri sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Ces avions destinés à rapatrier leurs ressortissants qui sont pris dans un affrontement qui sévit depuis une semaine dans le pays frère du Soudan. Comme nombreux pays de la communauté internationale, des consignes ont été données à tous les diplomates de ces pays et ressortissants ainsi qu'au personnel humanitaire de se préparer à l'évacuation via la République de Djibouti. Actuellement, les personnels de l'aéroport et de la tour de contrôle sont débordés à gérer ces avions qui atterrissent à l'improviste. Faute de place, certains avions ont été détournés vers d'autres aéroports de la région. Certains de ces avions ont décollé, d'autres attendent l'autorisation pour décoller pour s'approcher du plus près des pays limitrophes du Soudan. L'arrivée d'autres avions sont aussi annoncées par les responsables de l'aviation civile. L'arrivée de ces avions démontre que la République de Djibouti, un pays en paix dans une Afrique de l'Est tourmentée par des conflits, sera un pays de passage pour les ressortissants de la communauté internationale en difficulté à cause d'une guerre fratricide qui oppose 2 forces militaires au Soudan. L'aviation civile précise également que malgré cet afflux d'avions, les opérations de la navigation civile vont continuer. Actuellement, pour l'aéroport, le gros de travail consiste à gérer le stationnement de ces aéronefs. Depuis hier, plusieurs chefs d'État étrangers européens sollicitent le président Guelleh pour leur faciliter le passage de ces avions pour évacuer leurs ressortissants depuis le Soudan. Pour plus de précisions sur le mouvement de ces avions depuis, écoutons les explications de Bilan Mohamed Moumin, la directrice de la navigation aérienne. Depuis le 15 avril 2023, la semaine dernière, l'espace aérien soudanais est fermé. Les routes aériennes qui passaient au-dessus du Soudan sont fermées en conséquence. Donc les avions ont été déroutés du Soudan et passent désormais sur Djibouti, ce qui génère un flux très important de survol, mais aussi d'atterrissage, parce que toutes les représentations internationales veulent évacuer leurs représentants du Soudan. Et donc les avions, il y a beaucoup d'atterrissages ici à Djibouti. Donc nous travaillons de concert. L'aviation civile exactement travaille de concert avec toutes les autorités locales, à savoir le ministère des Affaires étrangères, le cabinet militaire de la présidence et toutes les autres institutions comme l'aéroport international de Djibouti et acteurs qui rentrent en compte pour donner les autorisations ou même assurer les parkings. Nous leur assignons des slots pour pouvoir fluidifier ce trafic-là et gérer au maximum leur stationnement ici à Djibouti et surtout pour aider les agents sur le terrain à travailler plus simplement et plus efficacement. Donc les avions viennent du monde entier, à savoir du Japon, de la Corée, de la Norvège, du Canada, de l'Angleterre, de la France notamment, et plein d'autres pays comme les États-Unis et autres. Là tout de suite au parking, il y a 11 avions. Et pour la plupart, c'est des avions militaires, sans compter les avions réguliers, les vols réguliers. Et nous assurons pour que ce flux énorme d'avions qui atterrissent et qui redécollent n'impacte pas nos avions commerciaux qui, eux, viennent à leurs heures habituelles exactement.
La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a condamné dans les termes les plus forts les bombardements et les tirs d'artillerie aveugles au Soudan. La Commission, qui est l'un des organes de l'Union africaine, a déclaré qu'elle suivait avec une profonde préoccupation la grave situation au Soudan. Les informations qui parviennent à la Commission africaine révèlent que depuis le début du combat entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide le 15 avril, divers droits de l'homme et droits du peuple soudanais étaient en grand péril. La violence s'aggravant de jour en jour, a déclaré la Commission dans un communiqué publié vendredi en fin de journée. Elle a exprimé son indignation dans les termes les plus forts possibles face à la conduite indiscriminée des hostilités, y compris les bombardements et les pilonnages des sites dans des zones résidentielles civiles, causant la mort et la mutilation d'un nombre croissant de personnes. On revient à Djibouti-Ville où hier le ministre de la Santé a présidé la cérémonie de clôture de la formation sur les bonnes pratiques en santé et de reproduction au profit des matrones de Djibouti-Ville et des 5 régions de l'intérieur. Cette formation a été financée par l'Organisation internationale pour les migrants, à travers le projet Solutions pérennes pour les populations hautes, réfugiés et les migrants les plus vulnérables à Djibouti, dans le cadre de sa politique de l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Était présent à la cérémonie la chef de l'OIM, Mme Tanja Pacifico, la responsable santé de l'UNFD, Mme Rokia Youssouf, les directeurs et les différents cadres du ministère de la Santé également. Cette formation avait notamment pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité maternelle dans les 5 régions de l'intérieur et de Djibouti-Ville à travers l'amélioration de leurs compétences sur la santé de la reproduction et la prévention des risques infectieux chez la mère et le nouveau-né. Le ministre de la Santé a exprimé sa satisfaction sur le déroulement de ces 3 jours de travaux intenses qui a réuni une trentaine de matrones venues des 5 régions de l'intérieur et de Djibouti-Ville. C'est dans cette optique que le département de la Santé s'est engagé comme priorité la réduction de la mortalité maternelle et néonatale en ciblant l'amélioration de l'offre de soins et de la qualité, mais aussi de l'utilisation des services maternels néonataux et à déployer tous les efforts pour consolider les acquis réalisés en faveur de la santé maternelle et néonatale jusqu'à présent et combler les insuffisances. Dans son intervention, la représentante de l'OIM a mis l'accent sur l'importance de cette formation au profit de ces matrones et continuera à appuyer le département de la santé. On écoute. Visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de la santé reproductive et au profit des matrons dans les 5 régions à Djibouti-Ville. Ça nous aide aussi à travailler sur la priorité nationale de réduire la mortalité maternelle et la mortalité néonatale et toute la morbidité et la mortalité associée. J'espère que les 3 jours que vous avez passés ensemble vous ont permis de renforcer les connaissances et d'échanger sur ça. Le travail que vous faites est vraiment très important et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites dans les régions et pour tous les gens qui ont besoin de vous. Comme on dit dans la santé publique, la santé de un est la santé de tous. Alors c'est très important pour nous de soutenir ce travail important et de soutenir aussi la formation continue dans tout le territoire national. Alors, messieurs, Excellences, merci de nous permettre de soutenir cette initiative et de partager aujourd'hui les mots de clôture avec vous. Merci. Le ministre de la Santé a quant à lui souligné que la formation des matrones permettra de lutter contre la mortalité maternelle et infantile, car les matrones sauront détecter les grossesses à risque et les accouchements qui se présentent mal. Je suis très ravi de clôturer ce midi cette formation de 3 jours qui était destinée à la pratique et au renforcement de capacités des matrones qui déjà travaillent dans les structures ou bien dans les petits postes de santé qui se trouvent dans les zones les plus reculées de notre pays. Comme vous le savez, la santé de la mère et de l'enfant est une priorité pour nous. Et par-dessus tout, l'accouchement ou la femme enceinte est également
une priorité parmi la santé maternelle et néonatale. Les matrones jouent un rôle très très important dans le dispositif de prise en charge des femmes enceintes, puisque dans les secteurs où nous n'avons pas des sages-femmes, dans les zones très reculées, dans les petits postes de santé, c'est vous qui, officiers, faites en fonction de sage-femme. Et vous faites déjà un travail formidable parce que vous aidez vos concitoyennes tous les jours à accoucher convenablement. Le ministère de la Santé va faire ce genre de formation de façon répétée. Nous allons continuer à former les sages-femmes parce que nous formons également, récemment, il y a quelques mois, nous avons terminé les formations donc, des sages-femmes. Elles sont formées également tous les ans. Il y a des recyclages et nous allons les faire également pour vous, les matrones, ces recyclages qui sont très très importants pour mieux prendre en charge les femmes enceintes et les nouveau-nés. Dans le cadre de la formation sur la biologie marine et l'écologie des récifs coralliens dispensée par l'équipe du Centre transnational de la mer Rouge au profit des étudiants de la deuxième année en biologie de l'Université de Djibouti, une journée carrière a été organisée pour donner les étudiants un panel de pistes de carrière large. La 5e journée de cet atelier a été une occasion pour les étudiants de voir et écouter les expériences de plusieurs personnalités du milieu professionnels sur l'écosystème maritime. À cette occasion, plusieurs panélistes issus des institutions du gouvernement chargées dans le domaine maritime et des organisations onusiennes telles que le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le ministère de l'Agriculture, de la Pêche, du CERD également, mais aussi du PNUD, de la Garde-Côte, de l'IGAD sont succédés au micro pour partager leur expérience avec les étudiants. Mission de recherche en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le MED, le CERD et l'Université de Djibouti. Et au terme de cette mission de recherche qu'on a effectuée à Djibouti, on a décidé de faire avec l'Université du Djibouti un atelier pédagogique à l'Université du Djibouti pour entamer l'enseignement du milieu marin et du récif corallien de Djibouti aux étudiants de la deuxième année de licence. Et c'est un enseignement qui est très important pour donner à ces étudiants une première connaissance sur l'environnement marin. L'idée, c'est qu'ensuite, on développe en collaboration avec l'Université du Djibouti et tous les acteurs de la conservation des environnements marins à Djibouti, une licence qui mène vers un master, doctorant et professionnalisant, pour que les étudiants puissent participer activement à la protection de l'environnement marin de Djibouti. Ensuite, le directeur du Centre de recherche en énergie et l'environnement de l'Université de Djibouti, voici son intervention. En septembre dernier, le MED, le CERD et l'Université de Djibouti ont participé avec une équipe de l'École polytechnique fédérale de Lausanne à une mission scientifique sur l'état de santé des récifs coralliens de Djibouti. Dans la continuité de cette mission, toujours avec nos partenaires djiboutiens, nous avons organisé un atelier à l'Université de Djibouti pour les étudiants de deuxième année de licence biologie. Cet atelier a commencé dimanche dernier et prendra fin le 25 avril. Il comprend des jours de conférences animés par des chercheurs de l'Université de Djibouti, mais aussi des chercheurs qui nous viennent de l'EPFL. Elle sera suivie d'une journée pratique à Il Moucha et d'une journée carrière qui a lieu aujourd'hui avec des personnalités du milieu professionnel, du MED, du CERD, du PNUD, de l'IGAD, d'une ONG locale, de garde-côtes et bien d'autres, afin de donner un panel de pistes de carrière large aux étudiants. Nous voulons remercier tous nos partenaires qui ont participé à l'organisation de cet atelier, que ce soit le Garde-Côtes, le MED et le CERD, et aussi l'Office de tourisme. Les résultats ont montré que nos coraux sont en très bon état de santé. Et les étudiants aussi ont très apprécié les échanges qu'il y a eu lors des conférences, mais également lors des journées pratiques.
Autre actualité de ce journal, c'est un atelier de formation portant sur la conception d'un cadre des systèmes d'assurance de qualité qui s'est ouvert ce matin, le 23 avril 2023, au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Guelleh Ahmed. Ce concept a été déjà élaboré par l'Observatoire de la qualité de Menfop. Ce vaste programme de formation est donc piloté par le dit observatoire avec l'appui d'une consultante internationale, Madame Maria Ramirez, qui va se poursuivre jusqu'au 27 avril prochain, mais aussi qui va profiter à un large public de cadres de Menfop issus principalement de l'enseignement général et technique, de l'inspection générale, de la direction des examens et des concours, de la planification, mais aussi de l'Observatoire de la qualité de l'enseignement et des apprentissages du CRIPEN. Le secrétaire général du Menfob, M. Mohamed Abdallah Mahyoub, le secrétaire exécutif, M. Moukaled Abdelaziz, l'inspectrice générale de l'enseignement général, Mme Mona Ismaël Abdou, la directrice générale du CFF, Omar Guelleh, Mme Aïcha Farah, ont parrainé cette cérémonie de lancement officiel de cette importante formation. Plus généralement, ce modèle d'assurance qualité sera accompagné d'un plan de communication destiné aux enseignants et aux parents. Après l'ouverture de l'atelier, les sessions de formation ont été ponctuées par des échanges fructueux entre les participants et l'experte internationale sur les voies et moyens d'améliorer ce cadre d'assurance qualité. On écoute à présent un extrait de la réaction du secrétaire exécutif de l'observation de qualité. Ce matin a eu lieu une formation, un atelier de formation au centre de formation des enseignants CFF portant sur le cadre d'assurance qualité qui va être élaboré au cours d'une semaine. Ce cadre, il faut bien le préciser, a été déjà travaillé par l'Observatoire de la qualité des enseignements et apprentissages. Il faut également rappeler que depuis 2016, un certain nombre d'actions ont été entreprises par le Menfop concernant la qualité, à savoir la révision des programmes, la révision des manuels scolaires, les formations des enseignants, ainsi que les évaluations des chefs d'établissement qui ont mis en place. Ce qui fait que ce cadre qui va être élaboré, c'est un cadre qui va faire le croisement de tous ces outils existants pour mieux améliorer et stabiliser nos normes et standards de qualité, pour également nous permettre de se mettre en corrélation avec les normes et standards de qualité sur le plan international. Mag de cette édition, c'est sur une troupe composée de jeunes talentueux âgés de 8 à 23 ans qui a acquis une large reconnaissance, un grand succès auprès du public pour ses sketchs comiques, ses chants et ses danses lors des divers événements et cérémonies. Voici un reportage sur leur parcours. La troupe Skoufilen, composée de jeunes et talentueux qui sont âgés entre 8 et 23 ans, qui ont acquis une large connaissance et un grand succès pour leurs sketchs comiques, ses chants et leurs danses lors de divers événements et cérémonies, notamment la journée de la femme, la journée de l'enfant, la journée de la jeunesse et les événements contre les mutilations génitales féminines. Cette troupe a également été invitée à se produire lors de plusieurs événements communautaires et à but non lucratif, notamment Village SOS, à Dakatoy Ryushu et à l'Association des jeunes et indivisibles. Elle a même participé au 12e jeu de la CJCOI à l'île Maurice. Grâce à l'énorme succès des troupes, notamment lorsque la troupe a été distinguée et a reçu le grand prix du chef de l'État le 1er novembre 2021, Madame Mariam Abdelkader Moussa, éducatrice et professionnelle du théâtre très respectée, a inauguré la première école de théâtre privé de Djibouti le 19 mai 2022. Le programme de l'école comprend un large éventail de programmes qui sont conçus pour aider les élèves à apprendre à communication et notamment à l'éducation inclusive, le patriotisme et la responsabilité civique, l'impact également des médias sociaux et des drogues, de la santé et la protection de l'environnement. La troupe a également produit 2 films, l'un sur l'infidélité et l'autre sur la consommation de drogue. En plus de leur performance, les membres de la troupe Skoufilen s'impliquent activement dans le bénévolat pour diverses associations et organisations qui promeuvent la paix, l'indépendance et le parrainage d'enfants.
Madame Mariam Abdelkader Moussa, fondatrice et directrice de l'école, a un parcours exceptionnel dans le domaine de l'éducation des arts. Mais avec les obstacles, avec les difficultés que nous avons rencontrées, eh bien, nous avons dit Iskoufilan. Iskoufilan qui veut dire, ben voilà, nous, on va outrepasser tous les problèmes. Nous avons pu présenter quand même une trentaine, et je dirais même plus de 30 sketchs jusqu'aujourd'hui. Et nous avons fait aussi un téléfilm. La troupe Iskoufilan, la particularité, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est la même famille. Quand je dis la même famille, c'est des nièces, des neveux, mes enfants qui jouent, et les enfants de frères et sœurs de cœur. Et c'est ainsi que la troupe Iskoufilan évolue. Depuis plusieurs jours, les rotations des avions de plusieurs pays n'ont pas cessé à l'aéroport international de Djibouti, qui est devenu un centre stratégique pour les opérations d'évacuation des ressortissants de nombreux pays occidentaux. Tous les services chargés de la gestion de l'aéroport de Djibouti sont mobilisés pour relever ce défi de cette situation suite au déclenchement d'un conflit interne qui a mis en péril la vie des citoyens au Soudan et les ressortissants des pays étrangers. Les avions partis à destination du Soudan, certains sont revenus à leur bord, des ressortissants américains. Hier tard dans la matinée, aujourd'hui, un avion Air France a évacué plusieurs ressortissants français et de l'Europe qui transitent ou ont allé à la base aérienne. L'avion Air Djibouti est attendu à l'aéroport international de Djibouti. C'est en ce sens que les autorités du pays se sont mobilisées pour accueillir les Djiboutiens rapatriés du Soudan. La compagnie nationale Air Djibouti va rapatrier ce soir la première vague des Djiboutiens rapatriés du Soudan. Il est aussi prévu que la seconde vague sera rapatriée demain, dans la mesure que la compagnie Air Djibouti prévoit de retourner demain matin à 4 heures au Soudan pour terminer le rapatriement des Djiboutiens qui se trouvent au Soudan. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, ainsi que d'autres responsables sont présents à l'aéroport. Tous les services de l'aéroport international de Djibouti sont à pied d'œuvre et mobilisés afin d'accueillir et gérer le flux des opérations de rapatriement. La rotation des avions à l'aéroport va continuer durant plusieurs jours. Encore déjà, des dizaines d'avions sont stationnés à l'aéroport dans l'attente d'une autorisation pour se rendre au pays où la guerre fait rage depuis plus d'une semaine maintenant. Autre actualité de ce journal, ce samedi 22 avril, dans le cadre de l'insertion sociale des jeunes et des volontariats, et à l'occasion de la Eid el-Fitr, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé plusieurs kermesses incluant diverses activités et animations dédiées aux jeunes et plus jeunes. De ce fait, l'intégralité des CDC ont accueilli les jeunes en leur mettant à profit diverses activités de divertissement telles que le chamboule-tout, la marelle, les jeux de fléchettes, etc. Ces kermesses de proximité ont mobilisé divers cadres et membres du ministère de la totalité des directeurs et animateurs des CDC qui ont veillé au bon déroulement des jeux et à la sécurité des jeunes sur les attractions telles que le château gonflable. De nombreux jeunes bénévoles, notamment la troupe TFC, ont également participé aux animations. À l'issue de ces divertissements, les responsables ont procédé à la distribution d'une large panoplie de jouets en gagnant de jeux collectifs. Ainsi, ces activités sont déroulées dans l'enthousiasme général et la joie au plus grand plaisir des bénéficiaires. À Arta, à présent, où après Djibouti-Ville, les opérations de distribution de l'eau, des vêtements pour la Eid se sont poursuivies dans les régions de l'intérieur et notamment à Arta, redonner un peu de gaieté durant les fêtes musulmanes aux personnes handicapées et plus particulièrement c'est dans ce contexte que les équipes de l'ANPH ont entamé dans les 5 régions des vastes opérations de distribution des vêtements de la Eid el-Fitr. A noter que les équipes de l'ANPH avaient au préalable sélectionné les personnes en situation de handicap et avaient également fourni les données qui ont permis à chaque bénéficiaire de recevoir des vêtements de sa taille. À l'issue de cette cérémonie, les associations, les personnes en situation de handicap, les enfants à besoins spéciaux ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit de l'ANPH. C'est dans l'après-midi du mercredi 19 avril que les différentes compétitions, le football, la pétanque et les jeux de société prévus durant le mois béni du Ramadan a été organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Culture
et ayant pris fin à la localité de Demerjok. L'événement a vu la participation des hautes autorités de la région et du département du MJC, à savoir le sous-préfet M. Abdi Shahid Nour Youssouf, le conseiller technique principal du MJC M. Idriss Moussa, le directeur de région du MJC M. Suleiman Hamed et autres personnalités de la localité. Les joueurs des équipes finalistes ont démontré d'une manière assez relevée leur savoir technique et tactique en football et pétanque lors de ces finales. C'est l'équipe Araousa qui a remporté le tournoi de football, tandis que l'équipe de AAD est devenue vainqueur en pétanque. Le match est terminé par la remise des médailles et des trophées. Les responsables de la localité ou autres personnalités présentes se sont exprimés à tour de rôle pour féliciter les participants au tournoi et remercier le département de la jeunesse et de la culture pour toutes les activités entreprises en faveur de la jeunesse de la sous-préfecture de Demerjok. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, le bateau avait disparu depuis plus de 80 années. Il a été retrouvé en mer de Chine méridionale à plus de 4000 mètres de profondeur grâce à l'aide d'un drone sous-marin. Avec Fardouz. 20 ans après, l'épave d'un navire japonais torpillé pendant la Seconde Guerre mondiale a été localisée mardi 18 avril au large des Philippines. Plus de 1000 personnes se trouvaient à bord au moment de la destruction du navire, principalement des prisonniers australiens. Le Montevideo Maru a été découvert à plus de 4000 mètres de profondeur en mer de Chine méridionale, à 110 km au large de l'île philippine de Luzon. La découverte est intervenue après 12 jours de recherche en moyenne, notamment d'un drone sous-marin équipé d'un sonar. Ce naufrage reste l'une des plus grandes tragédies maritimes de l'histoire de l'Australie. Le Montevideo Maru, un cargo mixte, avait été coulé le 1er juillet 1942 par le sous-marin américain USS Sturgeon, dont l'équipage ignorait qu'il convoyait vers l'île chinoise de Hainan, occupée par l'armée japonaise des prisonniers de guerre alliés. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.